on commence, je pense, c'est l'heure, donc c'est les 20 heures. Donc, bonjour à toutes et à tous, plutôt bonsoir. Donc, c'est 20 heures. Donc, merci pour l'intérêt que vous portez à notre dernière, disons, conférence pour aujourd'hui. Et ce sera sur le chat GPT. Très, très honoré d'avoir euh, d'accueillir plutôt M. Theber Dibouba. Donc, je voudrais vous remercier aussi d'avoir accepté notre invitation pour parler et présenter aujourd'hui le chat GPT. Comment utiliser cette nouvelle, disons, technologie qui a bouleversé le monde. Donc, à vous la parole, Theber, et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Bonjour tout le monde. Merci Jacqueline pour cette opportunité de pouvoir parler d'un sujet qui m'intéresse énormément. Déjà, je veux m'assurer, est-ce que vous m'entendez tous? Si c'est le cas, faites un petit pouce vers le haut, laissez un petit message dans le chat. Ok, ok, pas de souci, difficulté. Donc voilà, je m'appelle donc Tamer de Bouba et je suis formateur. J'interviens principalement dans le monde du numérique et voilà, j'anime des formations régulièrement. Euh, mais je suis une personne qui s'intéresse énormément du coup à ChatGPT. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à, à faire avec cela. Ça fait un an, quasiment jour pour jour, que j'utilise ChatGPT. Je crois que je pense que c'est apparu vers novembre ou fin novembre ou début décembre, c'était déjà là. Mais je pense que c'est fin novembre 2022 qu'est apparu ChatGPT. Et donc, depuis décembre, moi, depuis décembre 2022, j'utilise ChatGPT de manière régulière pour pas mal de choses. Et c'est un peu ce que je voulais vous présenter là par le biais de ce webinaire, à savoir, au bout d'un an d'expérience, euh, comment moi ça a pu modifier ma manière de travailler en tant qu'indépendant dans le monde de la pédagogie. Alors, je vois que vous êtes, je ne sais pas de bêtises, 5, 3, 15, 2, 17, Shakir est là aussi, 17, 16, vous êtes voilà, une quinzaine de personnes. Moi, je suis un peu curieux de savoir aussi qu'est-ce qui vous amène ici. J'aimerais bien que vous laissiez dans le chat ou que vous puissiez prendre la parole et du coup m'indiquer qu'est-ce qui vous motive ou euh, quel est un peu l'intérêt, la portée de votre intérêt dans cette webinaire ce soir. Pourquoi vous êtes là? Vous avez vu comment gagner en productivité avec ChatGPT. Quelles sont un peu vos attentes par rapport à cela? Ça me permettra aussi de pouvoir peut-être vous apporter des éléments de réponse auxquels je n'ai pas pensé, auxquels je n'ai pas prévu de répondre ce soir. Vous pouvez les mettre dans le chat directement. Moi, j'ai prévu d'organiser ma session en trois parties, on va dire. Il y a une partie qui va être assez brève sur ChatGPT, comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé à ce que en fin 2022, on ait cela et comment cet élément ChatGPT qui va euh, un peu bouleverser le monde du travail en 2023 est apparu. Pourquoi en 2022 il apparaît? Pourquoi il n'est pas apparu avant? Et si oui, pourquoi on n'a pas su que ça existait avant et tout cela? Et puis, la deuxième partie qu'on va voir ensemble, c'est quels sont les risques par rapport à ChatGPT, hein. Il y a de nombreuses failles, il y a de nombreuses dérives autour de cela. Alors, pour le coup, je traiterai de ChatGPT, mais je traiterai aussi des choses qui tournent autour de ChatGPT, c'est-à-dire les autres applications qui sont venues petit à petit. Peut-être que ça vous parle Midjourney, peut-être que ça vous parle Dali, Chroma, Perplexity. Donc voilà, c'est toutes ces applications qui sont venues se rajouter au fil des mois. Il y a des risques en lien avec cela, et puis il y a des solutions aussi hein, pour faire en fait de ChatGPT un outil qui peut professionnellement être utile. Parce que peut-être que vous l'avez déjà vu, hein, mais il y a très souvent ce débat sur le fait que ChatGPT, en fait,
ça marche pas, sur le fait que ChatGPT, il y a des erreurs, c'est pas parfait, ou c'est de la triche. Au contraire, hein, d'un côté, c'est de la triche, et de l'autre côté, on dit que ça marche pas. Et donc, en fait, comprendre pourquoi ce débat-là existe et peut-être au final, mieux comprendre euh, euh, comment ChatGPT est utile. Voilà. Pour voir que ce n'est pas qu'un élément de triche et que ce n'est pas quelque chose qui ne fonctionne pas non plus. Et puis dans une troisième partie, ce que je vous proposerai de faire, c'est de partir sur un temps où on va aller sur ChatGPT. Peut-être que pas mal d'entre vous ici n'avaient pas ChatGPT et ça vous plairait peut-être de voir à quoi ça ressemble, comment ça s'organise, comment concrètement tout cela fonctionne. Si ça vous va comme programme, vous pouvez l'indiquer dans le chat, comme ça je saurai que ça va bien. Si vous me dites non, c'est nul ce que tu nous proposes, Tam, vous pouvez aussi le dire dans le chat et peut-être me dire ouais, moi j'aurais bien voulu savoir ceci et voir cela en plus. Alors vous allez voir parfois mon œil regarde à droite, c'est parce que j'ai à côté de moi un autre ordinateur tadam, qui est aussi un peu mon copilote aujourd'hui. Donc voilà, je ne suis pas en train de surveiller mon chat ou autre chose. Non, c'est que j'ai un autre ordinateur qui est à côté, qui travaille avec moi. Alors, j'ai eu dans le chat les apports de ChatGPT pour l'éducation, comment utiliser ChatGPT pour la recherche scientifique, qu'est-ce que ChatGPT favorise ou défavorise l'apprentissage. Je vais tenter de répondre à ces questions-là. C'est des choses auxquelles j'ai prévu justement de répondre et de vous donner des éléments par rapport à cela. Et est-ce qu'on peut faire confiance aux réponses de ChatGPT à 100%? Cela, je peux directement vous répondre, c'est non. On ne peut pas faire confiance aux réponses de ChatGPT à 100%, malheureusement. Mais vous allez voir que il y a des cas de figure où ça pourrait être le cas. Je vais aussi vous expliquer pourquoi on ne peut pas faire confiance pour le moment à ChatGPT à 100%. J'ai prévu un petit PowerPoint pour vous, référence d'articles de recherche sur ChatGPT. Ouais, on va en parler de ça aussi. Je garde tout ça à l'esprit. Je vais juste. Alors, je vais juste récupérer. J'ai prévu un petit PowerPoint pour vous. Euh, Simplement pour vous présenter un peu tout cela. Chaque heure, je vais présenter un document, un PowerPoint. J'aimerais juste savoir si j'ai déjà les droits pour pouvoir. Oui, oui, Pardon. oui. J'ai déjà Oui, les droits pour vous avez le pouvoir droit, oui. partager. C'est bon? Oui, vous pouvez partager. Super. Tac, je sais. Toi. Voilà. On va venir ici. Partager l'écran. This one. Vous devriez être en mesure de voir. Vous devrez être en mesure. Bientôt, vous allez pouvoir voir notre écran. C'est magnifique. Est-ce que vous arrivez à voir mon autre écran? Oui, 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 c'est bon. L'écran de partage? Oui, Super. c'est très bien. Allez. Du coup, je vous partage cela. Donc voilà, hein, c'est l'objectif du jour, hein, c'est de voir aussi comment on peut gagner en productivité. J'ai bien pris vos questions, mais je pense que je vais pouvoir y répondre à toutes là dans les différentes slides que je vais passer. Et aussi, on prendra un temps à la fin parce qu'il est probable que au fil des informations que je vous donne, vous ayez encore des questions à poser sur le fonctionnement de ChatGPT et la manière dont il peut accompagner les personnes. Alors, ça, on peut le laisser, c'est pas trop important. Mais pour moi, l'idée ici, c'était vraiment le fait d'avoir ces trois choses-là, donc c'est-à-dire l'histoire et le fonctionnement, la partie risque et bonne pratique, et puis la découverte de l'outil. Il faut prendre en compte le fait que l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui est apparu hier, comme ça, tout d'un coup. C'est quelque chose qui a toujours été, on va dire, dans un peu l'ADN de l'histoire de l'informatique. Si on prend Ada Lovelace, c'est l'une des premières personnes, c'est une femme qui a un peu, on va dire, lancé cette histoire de la programmation telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui avec les différents langages, toutes ces questions algorithmiques. Au fil du temps, on va avoir dans l'informatique différentes manières de concevoir l'informatique. On va avoir
un premier temps où, eh bien, avec Ada Lovelace, on a un truc qui est purement algorithmique, se dire, bah, tiens, il se passe ça, voilà ce que j'ai comme conséquence quand je fais telle action. Donc on a cause-conséquence, ça c'est purement de la logique. Et puis au fil du temps, on va arriver à faire que l'informatique soit, euh, enfin, on arrive à faire ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle qui permet de faire ce qu'on appelle du prédictif. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous avez une baguette magique, que vous tapiez sur le chapeau et que le chapeau puisse vous dire ce qui va se passer par la suite par rapport, je ne sais pas moi, à des éléments que vous lui donnez. Vous pouvez imaginer que ça peut être le cas, par exemple, pour la météo. Dès lors que l'on va donner des datas, des données à l'ordinateur, eh bien, il va pouvoir étudier ce qui s'est passé avant dans l'histoire, prendre en compte certains éléments qui sont des faits qui sont en lien avec comment ces derniers temps la météo se fait, et donc à pouvoir prévoir comment la météo va être demain, après-demain, dans 15 jours, et ainsi de suite. Et donc là, on est dans du prédictif. Et en fait, l'intelligence artificielle, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, on en parle aujourd'hui avec ChatGPT et tout cela, eh bien, on est dans ce qui est de la générative. C'est-à-dire que autant avant, c'était de la logique, je fais ceci, il se passe cela, et puis après, on a du prédictif, c'est je fais ceci, et l'ordinateur dit, OK, si tu as fait ceci, la prochaine fois, il va se passer cela, normalement. C'est ce qui risque de se passer. Eh bien là, on donne les éléments et la machine va dire, euh, va pouvoir fournir un texte, elle va pouvoir prédire le type de réponse et créer un texte. C'est pour ça qu'on parle de génératif, parce qu'elle crée un texte, elle crée une réponse qui n'a pas été pensée avant. Et donc, du coup, elle offre ainsi une réponse. Et donc, on retrouve, du coup, tous ces éléments qu'on a vu avant, le logique et le prédictif. Et donc, on a ici quelque chose qui est complètement de l'ordre de la création. Et donc, on va avoir au départ du texte qui va être produit. Et puis, comme vous pouvez peut-être le voir maintenant, on peut faire des vidéos, on peut faire des images. Voilà, il y a pas mal de solutions qui existent autour de l'IA pour pouvoir faire de la création. Il y a un autre élément qui est à prendre en compte dans tout cela, c'est que quand vous allez avoir quand vous allez avoir ces premiers temps d'IA, il y a un premier temps où ça reste dans le domaine de l'universitaire, ça reste dans le domaine du militaire. Et en fait, ce n'est pas à portée de tout le monde. OpenAI a juste démocratisé, rendu possible pour n'importe quel être humain ayant une connexion Internet et un compte ChatGPT, bien évidemment, cette possibilité de pouvoir faire cela. Mais ce genre de choses, c'est-à-dire cette intelligence générative, le fait de créer comme le fait de ChatGPT, c'est quelque chose que l'on a depuis 10-15 ans, avec évidemment on va dire des progrès relatifs, selon si on se trouve je sais pas moi, en Algérie, en Chine, au Japon, aux États-Unis ou en Europe. Évidemment, on va avoir des progrès technologiques qui vont être différents, mais c'est quelque chose que des informaticiens arrivent déjà à maîtriser. Là, OpenAI a juste rendu ça accessible, comme on a rendu accessible dans les différents foyers, alors, principalement en Europe et en Amérique du Nord, mais dans les années 80-90, on a vu petit à petit l'apparition des ordinateurs à la maison et pas, non, et pas seulement au travail. Et bien, c'est ce qui se passe avec OpenAI. Euh, pour rester là-dessus, et pour vous donner deux, c'est pas de son titre, c'est parce que du coup le Borbul c'est un modèle. Euh, pour rester dans cette idée de IA, on a aussi le fait que de l'IA, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui date depuis OpenAI et donc depuis un an. C'est quelque chose qu'on a toujours eu, qu'on a en fait sans s'en rendre compte. C'est juste qu'on n'appelait pas forcément ça intelligence artificielle ou que on n'estimait pas que c'était un progrès incroyable. Mais les machines à café, qui depuis déjà 3 à 4 ans, sont en mesure de produire du café avant que vous n'arriviez chez vous. C'est-à-dire que je prends mon application, je sais que je vais arriver chez moi dans 20 minutes, le temps que le bus me dépose, que je fasse les 5 minutes à pied pour arriver
chez moi, que j'ouvre la porte. Et quand j'arrive chez moi, eh ben, en fait, j'entends peut-être même le bing bing, et en fait, le café, c'est terminé. Et donc, j'arrive chez moi et le café est prêt. Eh bien, ça, c'est l'intelligence artificielle. On peut programmer. Le fait de programmer comme ça des choses à l'avance, eh bien, c'est déjà une forme d'intelligence artificielle. Les GPS, c'est une forme d'intelligence artificielle. Alors, vous voyez peut-être l'image de l'aspirateur aussi. Dit un aspirateur, bon, je prends, je balaye, mais là, c'est un aspirateur qui, en fait, passe l'aspirateur tout seul. Donc, vous le posez sur le sol, il va prendre sa puissance sur une prise électrique classique et il va être programmé par vous pour passer l'aspirateur un certain nombre de fois dans la semaine, euh, probablement pendant votre absence. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, je ne sais pas moi, il est 11 heures, et vous l'avez programmé pour que de 11 heures à 11h30, alors qu'il n'y a personne chez vous, eh bien, il fasse l'aspirateur chez vous. Voilà. Et donc, il va apprendre, comme l'ont fait les GPS, comme l'ont fait la machine à café, il va apprendre, il va faire des erreurs, il va réussir, et ainsi, il va pouvoir arriver à être de plus en plus précis, à se rappeler du chemin pour aller ici, pour récupérer la poussière et tout cela. Alors moi, je n'ai pas, mais potentiellement, je pense qu'il peut même vous indiquer, par exemple, que le sac est plein, qu'il va falloir le vider, parce que ça, évidemment, il ne le fait pas encore tout seul. Pas encore. Mais ça tend à ce que demain, on ait des choses qui soient de ce genre-là qui apparaissent. Donc, vous voyez que l'intelligence artificielle, ce n'est pas simplement ChatGPT, hein, ce sont des choses qu'on a déjà dans le quotidien, dans notre quotidien de tous les jours. Alors, les applications, quelles sont-elles? Parce que c'est important que vous sachiez également cela. J'ai vu pas mal de personnes qui me parlaient de pédagogie. Je vais en parler parce que, évidemment, c'est mon cœur de métier, mais j'ai vu que ça intéressait pas mal d'entre vous. La rédaction de contenu. Moi, j'ai déjà réalisé des contenus qui ont été faits sur ChatGPT. Voilà. Je demande en fait à ChatGPT de rédiger, par exemple, un post qui va être sur LinkedIn, un post qui va être sur Facebook. Ça peut être de rédiger un article de blog. Ça peut être rédiger un courrier pour un client ou voilà, ce genre de choses-là. En tout cas, en marketing digital, ça peut vous permettre de créer du contenu, ça peut vous permettre de programmer ce qu'on appelle des bots, c'est-à-dire sur votre site web, vous allez avoir vous allez avoir un bot, justement, vous allez avoir une application qui va en fait répondre directement à vos clients. Donc, si vos clients arrivent sur votre site web, le bot va dire bonjour. Du coup, la personne qui voit ça sur le site web va aussi dire bonjour. Il va dire, bah voilà, je rencontre une difficulté ou je veux acheter tel produit. Et donc, le bot, par rapport à cette question-là, vous avez pu le programmer avec vos ingénieurs et tout cela, à apporter une réponse qui va corréler avec ça. C'est-à-dire que la personne, enfin, le bot va dire je comprends que vous avez ce type de problème-là, voici le type de solution que je vous propose. En pédagogie, ça vous permet de pouvoir produire des déroulés pédagogiques, ça vous permet de produire des cours, ça vous permet d'imaginer des séquences pour un PowerPoint, pour une présentation. Et donc, voilà, pour un très grand nombre de choses, ça peut vous faire gagner du temps. Moi, à titre personnel, euh, enfin, à titre personnel, moi, dans mon métier, en tant que prof, aujourd'hui, quand on me demande, quand j'ai une école, un client qui me demande un déroulé pédagogique par rapport à une formation bien particulière, la première chose que je fais, je vais sur ChatGPT, je lui dis voilà, j'ai besoin d'un déroulé pédagogique par rapport à ceci, et il me le fait. Alors vous allez me dire, alors, du coup, tu fais tout avec ChatGPT et ça a l'air facile. Je vais venir sur la partie risque, sur la partie et tout cela. Je vous présente pour l'instant en tout cas les applications. Dans le monde du secrétariat, la même chose, vous pouvez demander à ce qu'il vous crée un modèle de courrier pour différentes raisons, qu'il produise directement un mail à un client et si vous êtes assez calé avec Outlook, vous pouvez même anticiper la chose, c'est-à-dire que dès lors que vous avez un type de mail qui est reçu, eh bien, un autre type de mail peut être envoyé à la personne automatiquement, sans que vous ayez, vous, à lire le mail de la personne, et ainsi de suite. Par exemple, si dans le mail, il y a, je ne sais pas moi, est-ce que vous avez encore, j'aimerais réserver une table pour trois dans votre restaurant, est-ce que vous avez encore de la place? Le mail qui va être lu par l'IA, eh bien, l'IA ayant pris ça en compte, vous pouvez programmer de manière à ce que Outlook vous,
donne une réponse en lien avec le mail que vous avez reçu. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même risqué parce qu'il peut se tromper. C'est vrai, il peut se tromper. Mais il y a quand même des choses assez probantes, assez sûres, à 80-90%, qui fonctionnent actuellement et qui sont de plus en plus utilisées. Et on entraîne de plus en plus les intelligences artificielles à générer ce genre de choses-là. Pour un artiste, oui, j'ai 2 minutes de thé. Pour un artiste, c'est de lutter contre la page blanche. Je dis un artiste, mais pour les étudiants, c'est un peu pareil. Quand vous êtes en cours de philosophie, quand vous êtes en terminale, et que le prof vous dit, chers élèves, pour la semaine prochaine, vous allez me produire une dissertation dont le sujet c'est l'homme est-il un loup pour l'homme? Et donc, bah, voilà. Eh ben, autant on peut connaître le cours, le comprendre, mais on ne sait pas par où commencer. Et donc, demander à ChatGPT, ça peut du coup offrir une première base pour se dire, OK, maintenant qu'il m'a fourni cela, ben, peut-être que je peux arriver à mettre mes propres idées, mettre mes propres auteurs, et ainsi de suite. Et là encore, on va prendre, tout à l'heure je vous donnerai mon avis sur cette question, et puis vous pourrez aussi me dire ce que vous en pensez, cette question de la triche, de se dire que le lycéen, l'étudiant pourrait répondre comme cela, et que bah, au final, en fait, à quoi ça sert d'apprendre le cours, de leur faire des devoirs maison, et ainsi de suite. Dans le cadre du commerce, de la traduction de documents, hein, vous pouvez apprendre une nouvelle langue avec ChatGPT, parce qu'il y a plusieurs langues qui sont intégrées à l'intérieur. Donc, moi, j'ai déjà essayé la plupart des langues européennes, il n'y a pas de souci. Euh, et en arabe, bah, ça fonctionne aussi. Je crois que j'ai testé en arabe déjà aussi pour un document, donc il n'y a pas de souci à mon sens là-dessus, en tout cas de mon souvenir. Et donc, ça peut vous produire des documents dans une autre langue euh, pour vous adapter justement aux clients, aux partenaires avec lesquels vous êtes. Ça peut être très utile dans le cas du commerce si vous n'êtes pas forcément à l'aise en langue, si vous devez répondre assez rapidement, si vous voulez un peu découvrir euh, la manière de produire les documents dans un autre pays. La vie privée, eh ben, dans la vie privée, vous pouvez, je sais pas moi, vous avez un mariage, vous avez pour un mariage, c'est pas moi, le mariage de votre meilleure amie, homme ou femme, hein, je sais pas moi, elle s'appelle Monia, elle s'appelle Maria, Sabrina, et vous dites c'est trop cool. Elle aime les chevaux, elle aime la mer, elle va faire son mariage à Casablanca, euh, elle est mariée ou elle va se marier avec un cuisinier ou un plombier ou un architecte. Et en entrant tous ces éléments-là et en indiquant que vous voulez une chanson pour le mariage de votre ami qui va dans le même sens que les paroles de la chanson qui est très connue, Billie Jean de Michael Jackson, eh bien, il va vous proposer quelque chose. Il peut vous proposer en anglais, il peut vous proposer en espagnol, il peut vous proposer en turc. Et donc, il y a la création artistique qui est faite. C'est donc là, si vous n'êtes pas très à l'aise, vous, avec la création artistique pour écrire une chanson pour votre ami pour son mariage, eh bien, vous pouvez produire ce type de document-là. De là de devoir, il y a des cas de figure, euh, on ne sait pas trop sur quel site web aller, et donc on se dit, bah, tiens, en mathématiques, le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, les doubles distributivités, les fonctions, antécédents, images, et ben là, c'est pareil. Euh, ChatGPT va pouvoir vous apporter des éléments beaucoup plus rapides par rapport à des questions beaucoup plus précises, parce que parfois, bah, votre enfant, il arrive avec une question très précise en mathématiques, en SVT ou ailleurs. Et puis, bah, vous pouvez ici poser votre question de manière très précise. Et on va parler de cette question de la précision justement par la suite. Et puis, ChatGPT peut également vous aider dans le développement d'un esprit critique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une perception, une idée préconçue sur quelque chose, et vous pouvez avoir une véritable discussion avec ChatGPT. L'un de mes clients, c'est une personne qui a 86 ans, 87 maintenant, il fait son anniversaire il n'y a pas trop longtemps, 87 ans, donc un retraité qui vit seul. Et cette personne qui vit seule, quand je lui ai parlé de ChatGPT, donc il y a 6 mois maintenant, ben, il pose en fait plein de questions.
plein de questions à ChatGPT. Donc, lui, il est très fan de philosophie, d'histoire, de politique et tout cela. Et donc, il pose des questions sur tout et n'importe quoi. Ça peut être des choses en lien avec la mort, l'amour, le devoir. Et donc, ChatGPT va faire référence à des auteurs, enfin voilà, des philosophes qui ont été étudiés, enfin, dont les études, dont les travaux ont été intégrés dans les bases de données, dans les bases de données de ChatGPT et que ChatGPT va réutiliser par la suite pour apporter des éléments de réponse et construire une réflexion et une discussion avec la personne qui a posé la question. C'est-à-dire, mon, mon étudiant de 87 ans. Je parle beaucoup. Peut-être que vous avez des questions. Alors, j'ai vu que il y avait pas mal de questions dans le chat. Et peut-être que vous voulez intervenir sur quelque chose. Ouais, dans quel domaine il est fiable? Je vois. Je vois. Tac. Quelles sont les compétences nécessaires pour pouvoir communiquer avec ChatGPT et bien évaluer les réponses? OK. Le taux d'erreur, il n'y a pas de chiffre exact, mais c'est vrai qu'il y en a. Euh, je vois que Najwa me parle d'articles de référence d'articles. Alors, je vais en profiter pour répondre déjà un peu à quelques questions, parce que là, à ce niveau-là, maintenant, je peux commencer à vous répondre plus directement. ChatGPT est une application en lien avec l'entreprise qui s'appelle OpenAI, qui a été produite par l'entreprise qui s'appelle OpenAI. Mais il faut savoir que d'autres applications existent et ont été développées par d'autres entreprises. C'est le cas de Perplexity. Et pour répondre à Najwa, il faut savoir que Perplexity est justement j'espère que je ne vais pas faire d'erreur quand je vais l'écrire. Perplexity, hop. Perplexity est une application qui, elle, va vous offrir des références. C'est-à-dire que si vous lui dites parle-moi du rapport du GIEC et donne-moi des références en lien avec cela. Il est probable, tout comme Bing d'ailleurs, quand vous utilisez Bing, le moteur de recherche, hein, qu'il vous donne également des éléments, des ressources en fait, où aller euh, pour aller plus loin sur cette question-là. Ou d'où est-ce que lui, il a tiré euh, les réponses qu'il donne. Perplexity fait cela, Bing le fait aussi. Alors, les compétences, on va en parler là parce qu'on va parler aussi des questions des risques en lien avec cela. Dans quel domaine ChatGPT est fiable? Ça, c'est une bonne question. Tout ce qui est de l'ordre des choses les plus, j'ai envie de dire, élémentaires, ChatGPT ne va pas faire d'erreur. Si vous lui demandez liste-moi 20 fruits, il va pouvoir vous le faire. Il va vous dire hein, banane, poire, abricot, ainsi de suite. Si maintenant vous lui demandez, si maintenant vous lui demandez des choses sur, je sais pas moi, euh, sur le père de Napoléon Ier et la biographie du père de Napoléon Ier, il peut peut-être faire plus d'erreurs parce que là on a moins de données, universelles, on va dire. Et donc, ce sont des choses très simples. En général, d'ailleurs, c'est ce que je prends moi, c'est une recette, faire des crêpes. Faire des crêpes, il ne se trompera pas. Voilà. Et moi, mon garçon, c'est typiquement ce que je lui demande. Je le forme à utiliser cela. Il a 6 ans, donc il prend l'ordinateur, il tape la question et, euh, et en fait, bah, voilà, comment faire des crêpes. Et en fait, ChatGPT lui donne la réponse. Et derrière, bah, on prend les œufs, on prend le sucre, la farine, et c'est parti, on va faire des crêpes. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle question. Dans la médecine, c'est pareil aussi. Si vous lui demandez où se trouve le tibia ou l'humérus, bon, il vous dira, bon, ok, le tibia, c'est le membre inférieur, l'humérus, les membres supérieurs au niveau du bras, et ainsi de suite. À ce niveau-là, il n'y aura pas de souci. Si vous allez lui poser des questions sur, je ne sais pas moi, sur de la trachéotomie, par exemple, sur le fonctionnement de la bile, peut-être, sur l'impact du jeûne
sur la chimiothérapie, là, il est possible qu'il y ait davantage d'erreurs. Mais c'est aussi, je pense que l'une des erreurs en lien avec ça, c'est parce que il y a des cas de figure, il y a les données qui sont mises sur ChatGPT, par exemple, je crois qu'il y a 3%, en tout cas, il y a 6 mois, il y avait 3% de Wikipédia. Vous imaginez, un Wikipédia, c'est un énorme dictionnaire, une énorme encyclopédie. Donc, il n'y a pas encore tout Wikipédia dans ChatGPT, mais ce sont des choses qui avancent avec le temps. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des cas de figure, il y a des choses qui sont conflictuelles. La manière dont on va considérer certains points de médecine, ou de philosophie ou de géopolitique en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud sont différentes. Et les données peuvent rentrer en conflit. Et là, à mon sens, il peut y avoir justement des erreurs qui peuvent être réalisées. Je pense que GPT a été entraîné sur des données anciennes et donc il est capable de donner des réponses sur des choses qui se sont passées. Oui, il n'est pas capable de pouvoir donner des choses, des informations post. Alors pour ChatGPT 3.5, donc il y a plusieurs versions. Et le 3.5, il vous le dira lui-même. Je crois que c'est septembre 2021. Je crois que c'est septembre 2021. Après septembre 2021, il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, si vous lui dites, par exemple, bon, au regard de l'actualité, qui va gagner la guerre en Ukraine, il ne va pas vous dire c'est les Russes et les Ukrainiens. Il ne peut pas parce qu'en fait, il ne sait pas en fait qu'il y a ce conflit actuellement. Il ne pourra pas non plus euh, vous donner des éléments, des questions, par exemple, sur bon, ok, tu sais qu'il y a eu une annexion de la Crimée en 2014. Est-ce que tu penses que dans les années à venir, il pourrait y avoir un conflit ou que ça pourrait être récupéré? En fait, ce sont des choses qui sont trop complexes d'un point de vue géopolitique et sur lesquelles il ne va pas avoir suffisamment de substance scientifique pour pouvoir donner des choses. Parce que en fait, c'est très lié à de l'humain, à des choses de l'ordre du naturel, hein. On prend le Covid-19, j'ai arrêté. Le Covid-19, c'est une pandémie. Personne n'aura pu prévoir que ça arrive. Et je pense qu'à ce niveau-là, une intelligence artificielle n'aura pas pu peut-être prévoir ce genre de choses-là. Là où je pense qu'on va avoir par contre un progrès, c'est sur la météo. Je crois que c'est Google qui, en 2024, prévoit de ne plus passer par certains centres météorologiques et en fait va utiliser les données pardon, qui ont été collectées durant ces dernières années, siècles et ainsi de suite, pour arriver à prévoir directement ce qui va se passer dans 15 ou 30 jours. Et je pense même que on va pouvoir avoir des chiffres sur justement 15 à 30 jours, alors qu'en général, on donne une prévision météorologique sur 15 jours. Et donc, voilà, Google se dit qu'en fait, ce que font les météorologues maintenant, ou en tout cas ce qu'ils peuvent faire maintenant avec l'IA, bah, autant que eux le fassent, quoi, parce qu'ils ont énormément de données, ils ont énormément de puissance d'un point de vue des compétences des ingénieurs, des capacités des machines et tout cela, pour pouvoir fournir ce type de réponse. Preguntas, des questions encore que vous avez, que je peux pouvoir répondre. Les compétences, on va en parler parce que ça, c'est quelque chose qui est très important. Dans quel domaine ChatGPT est fiable? Ça, je pense que je vous ai un peu dit. J'ai pas de chiffres donc, pour le taux d'erreur, mais ça, je pense que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Pour les références d'articles et Perplexity, donc ne pas faire confiance à 100%, voilà, hein, sauf pour des choses assez basiques. Est-ce que ChatGPT favorise ou défavorise l'apprentissage? Eh ben, ça, c'est une bonne question, parce que c'est une question que je me pose quasiment tous les jours et qui est source de discussion. C'est Najwa qui pose la question, parce que c'est vraiment source de débat entre les pédagogues. On n'est pas tous d'accord. Euh, Moi, je fais partie de la team. C'est bien, il faut l'utiliser et il faut en fait former nos étudiants et étudiantes à utiliser cela. Mais je vais vous dire ça plus tard. Comment l'utiliser dans la recherche scientifique? Ça peut être pour peut-être pour lister des définitions en lien avec des choses peut-être très concrètes. Parfois, dans le monde scientifique, on souhaite faire de la vulgarisation, c'est-à-dire rendre accessible
des concepts qui peuvent être très compliqués pour des personnes qui sont néophytes, débutantes dans le sujet. Et en cela, ChatGPT peut vous aider. Par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT, est-ce que tu pourrais m'expliquer euh, est-ce que tu pourrais expliquer comment fonctionne l'inflation à un enfant de 5 ans? Comment tu expliquerais cela à un enfant de 5 ans? Et donc, il va vous expliquer, ben, voilà, si j'ai un enfant de 5 ans en face de moi, voilà ce que je vais lui dire. Et donc, il vous explique tout ça. Et c'est plutôt bien fait, hein. Très franchement, c'est plutôt bien fait. Les apports de ChatGPT pour l'éducation, je vais vous en parler, même si j'ai déjà un peu commencé, et vous arrivez à m'entendre, c'est parfait. Est-ce qu'il existe une solution pour actualiser les données de ChatGPT de façon permanente, pour qu'il puisse répondre aux questions d'actualité? Oui et non. ChatGPT ne peut pas le faire, mais par contre, d'autres formes d'intelligence artificielle, ou en tout cas d'autres programmes, qu'on appelle open source, c'est-à-dire qui sont euh, on va dire, accessibles par tout le monde, peuvent être réutilisés pour euh, étudier une base de données. Donc, imaginez que, en fait, ChatGPT, je vais prendre un truc qui. Bougez pas, je suis parti, je suis là, hein. Hop là. Alors, je n'ai pas forcément pris le meilleur livre. Euh, le truc. Désolé, hein. Voilà. Hop. Imaginons que ChatGPT, on lui donne ça, on lui donne ce livre-là. Et on lui dit, voilà, tu, à partir de tout ce qu'il y a là-dedans, tu vas pouvoir, enfin, je veux que tu répondes à des questions. Euh, Aujourd'hui, il est possible de faire ça avec d'autres outils. C'est-à-dire qu'on peut avoir son propre ChatGPT par rapport à ces données personnelles que l'on a sur un cloud, que l'on a dans un ordinateur. Donc, si vous vous dites, tiens, bon, moi, j'ai Google Drive, par exemple, dedans, j'ai beaucoup de données, j'aimerais qu'ils puissent prendre en compte, je sais pas moi, les factures que j'ai émises, ma comptabilité, la fiscalité, qu'ils puissent prendre en compte les postes que j'ai créés, mes modèles de secrétariat, les cours que j'ai conçus, et ainsi de suite. Et quand je lui pose une question, ils prennent tout ça en compte pour m'offrir une réponse. Eh ben, ça, c'est possible. C'est long comme travail. Techniquement, moi, je ne peux pas le faire, mais c'est quelque chose qui est possible. Et il ne faudrait pas être surpris que dans 5 à 10 ans, ça soit un service que des ingénieurs vous proposent. Alors, ils vous appellent ou ils font de la pub sur Internet et ils vous disent, est-ce que vous voulez avoir votre propre ChatGPT? Et ben, ils vont vous le créer pour vous, et ainsi de suite. Voilà, que vous puissiez l'avoir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est cool. Moi, c'est un truc qui me plairait énormément de pouvoir avoir ce genre de choses-là parce que ça permettrait de pouvoir euh, avoir des éléments de réponse en lien avec des données qui sont beaucoup plus actuelles, comme le disait Mohamed. Mais évidemment, si on veut avoir des données liées à l'actualité, donc je ne sais pas moi, ce qui se passe entre le Hamas et Israël, ce qui se passe au Venezuela, ce qui se passe au Soudan, des conflits, les maladies qui se passent ici, l'économie, le passage par la mer Rouge, enfin voilà, la navigation. Euh, En fait, il faut fournir à un moment donné une base de données à, à l'application du type ChatGPT que vous avez, ou que vous aurez plutôt. Il est 38, je vais avancer, mais n'hésitez pas du coup à laisser vos questions si vous en avez dans le chat. Tac. Si je fais ça, ça va pas marcher. Et là, ça marchera mieux. Bingo. Donc, les risques. Les risques et les bonnes pratiques, c'est ce qui, à mon sens, évidemment, vous intéresse énormément ici. Les risques et les bonnes pratiques, bah, il y en a. Alors, les risques, on va en identifier quatre principalement. Il y en a une que j'appelle l'hallucination. C'est-à-dire que c'est assez amusant à voir, euh, mais ça peut être un peu embêtant quand même. Parfois, vous pouvez demander à ChatGPT de vous donner trois exemples de quelque chose et il va vous en donner deux. Et donc, vous lui dites, je t'ai demandé trois exemples et pas deux. Et donc, il va vous répondre, désolé, voici trois réponses.
et donc il vous donne trois réponses. Donc il y a des fois, en fait, juste, tu vois, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, Ivry, il comprend pas en fait ce qu'on lui demande. Et bah, il va donner deux ou trois, ou il va, je sais pas moi, si on lui demande de lister dans l'ordre alphabétique, il va pas le faire, ou alors il va y avoir une erreur. Et là, on va lui dire, pourquoi tu m'as mis poulet juste avant, je sais pas moi, mandarine, alors que j'avais demandé dans l'ordre alphabétique. Et là, il va dire, ah, désolé, et il va vous redonner la bonne réponse en vous mettant mandarine avant poulet, par exemple. Justement, concernant les risques, qu'est-ce il faut éviter? Alors, ben, je vais y arriver, Mohamed, mais, clairement, par rapport à cela, il va falloir prendre en compte, prendre conscience que ChatGPT est un programme informatique qui peut faire des erreurs. Ça veut dire que vous, quand vous avez une réponse, vous devez obligatoirement lire la réponse. Et c'est là où je pense que certains ont été déçus. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont dit, ah, bah, trop cool, je lui pose une question, je copie mot pour mot ce qu'il me donne, et c'est bon, je peux l'envoyer. Et je sais pas moi, typiquement sur cette histoire de donner trois exemples et il vous en donne deux, vous dites trop cool, il a fait le travail, je copie, je colle, même pas je dis, j'envoie le mail à mon patron, et le patron, il vous répond en vous disant, écoute, Sam, je t'avais demandé trois réponses, tu me donnes deux, c'est parce que tu fais n'importe quoi là. Et donc là, vous vous faites réprimander par votre patron ou par votre patronne parce que bah, vous n'avez pas fait ce qui était demandé, parce qu'il y a une erreur. Et là, vous dites, putain, c'est n'importe quoi, ça marche pas. Ben, en fait, c'est pas que ça marche pas, c'est que il peut y avoir des erreurs. Et en fait, il faut qu'au final, il y ait quand même de l'humain derrière qui soit là pour s'assurer que le programme fonctionne correctement. Concernant les données privées, euh, certains ont peur avec ChatGPT, comme avec d'autres programmes comme Bing ou autres, que des informations privées que vous allez mettre peuvent être prises en compte par les entreprises pour être derrière réutilisées à des fins malveillantes, géopolitiques et tout cela. Et donc ça, c'est un risque. Je vous donne un exemple. ChatGPT, quand vous allez créer votre compte, il va vous demander votre numéro de téléphone parce qu'il ne veut pas que, ça je le comprends très bien, enfin, je comprends très bien pourquoi il passe par ce type de système. Il vous demande votre numéro de téléphone, mais il va vous demander autre chose. Il vous demande votre numéro de téléphone et il vous dit qu'il va vous envoyer un SMS, donc il vous envoie réellement un SMS. Il y a un code dans ce SMS, vous rentrez le code et donc derrière, vous pouvez créer votre compte. Donc il y en a qui disent, ouais, mais du coup, ils vont récupérer notre numéro de téléphone et donc ça fait des données qu'ils vont pouvoir revendre à des personnes et ainsi de suite. ChatGPT, pardon, OpenAI, donc entreprise propriétaire de ChatGPT, dit qu'elle ne prévoit pas de faire cela, que c'est en fait juste un élément de sécurité. Pourquoi? Parce que sinon, eh ben, des Najwa, des Mohamed, des Tam, des Shaker pourraient s'amuser à créer 15-20 comptes et en fait, ça va c'est pas du DDoS, enfin, pardon, c'est pas de la cyberattaque, mais en soi, ça peut créer des comptes pour rien, fantômes au bout d'un moment. Et pour eux, en fait, c'est embêtant de devoir gérer des comptes qui, en fait, meurent dans la nature. Alors que s'ils ont un numéro, ils savent qu'ils ont vraiment une personne derrière et que c'est pas un robot. Voilà. Alors, il y a d'autres manières de détourner cela, mais ça permet quand même de réduire la casse pour OpenAI par rapport à cela. C'est la raison pour laquelle, dans l'Union européenne, il y a cette question, ce qu'on appelle donc le RGPD, le Règlement général de la protection des données, qui travaille sur comment on va pouvoir protéger les droits des Européens, enfin des résidents en Europe, des résidents dans l'Union européenne par rapport à cette question des données privées. Et il y a un document qui s'appelle AI Act, si pas de bêtises, non, c'est ça, c'est AI Act, qui a été mis en place justement pour là aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de bêtises qui soient faites avec les réponses en lien avec ça, pour protéger justement en partie les données privées que parfois les utilisateurs pourraient mettre. Mais ça concerne aussi le prochain point, ce qu'on appelle le copyright, c'est-à-dire le fait que ChatGPT ou d'autres, hein, je prends ChatGPT, mais en fait, ils sont maintenant nombreux à faire ce que ChatGPT fait, bah, peut utiliser, je sais pas moi, imaginons Mohamed et Najwa sont sont des universitaires, des chercheurs à l'université qui ont réalisé des publications.
euh, ben, en fait, ChatGPT va utiliser cela. Alors qu'en fait, ben, eux, ils ont produit cela et potentiellement, les publications vont leur permettre de pouvoir vivre aussi de cela. Parce que là, ils vont écrire des livres et ainsi de suite. Et là, il y en a qui disent, ben, moi, j'écris un livre. Si le livre, vous l'achetez, vous mettez, vous donnez ça à manger à l'intelligence artificielle et elle l'utilise et en fait, tout le monde peut voir ce que j'ai mis dans le livre juste en posant la question à OpenAI, ben, les gens ne vont pas acheter mon livre. Et donc, pour moi, c'est préjudiciable. Et donc, ça marche pour le domaine de la musique, ça marche pour le domaine enfin, voilà, de beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que, il y a cette question aussi de- du risque concernant ChatGPT. Et puis parfois, les réponses sont pas bonnes du tout. Euh, Récemment, j'ai fait des recherches sur la littérature et j'ai demandé quelle était la fin. Enfin, il y avait un passage d'un livre, j'ai cherché l'auteur, j'ai demandé à ChatGPT et en fait, il s'est trompé. Il s'est trompé pourquoi? Parce que quand il m'a donné la réponse, j'étais là, je suis, je pense pas que ce soit elle qui ait écrit le livre. Et donc, je suis allé fouiller sur Internet. Et en fouillant, ben, j'ai découvert qu'en fait, c'était pas elle, c'était un homme qui avait écrit ce bouquin-là. Euh, donc, il faut quand même faire ce travail d'aller vérifier. Alors, on va me dire, au final, donc je dis tout ça, à quoi ça sert d'aller sur ChatGPT si en fait il faut aller vérifier? Bah, si, il faut quand même vérifier. ChatGPT, ce qu'il offre, c'est un confort parce que d'un point de vue rédactionnel, c'est quand même bien foutu. Et ça, c'est indéniable, hein. C'est très bien fait, c'est organisé, c'est structuré, vous avez une réponse qui est claire. Mais dès lors que vous avez une information qui est un peu précise, que vous pouvez lui demander, je sais pas moi, de donner des chiffres en lien avec, je sais pas moi, le nombre de morts, en lien avec la grippe aviaire, en lien avec la grippe espagnole, en lien avec, je sais pas moi, la migration aux États-Unis au 19e siècle. Il pourra vous donner des éléments de réponse. Euh, mais parfois, il peut y avoir des erreurs. Plus c'est basique, moins il y a d'erreurs. Plus c'est un peu technique, plus c'est un peu vieux, plus c'est un peu moins connu et plus il peut se tromper. Et donc là, du coup, il va falloir vérifier derrière l'information. Le débat, alors, du coup, juste je passe à la prochaine. Oui, hop, nickel. Juste le débat qui du coup anime les enseignants sur cette question-là, c'est de se dire, en fait, il ne faut pas utiliser ChatGPT parce que c'est dangereux. C'est dangereux parce que au final, mon lycéen à qui j'ai dit dissertation en philosophie sur l'homme est-il un nous pour l'homme, allez-y, vous avez ce devoir-là à me rendre pour lundi. Voilà, on est jeudi. Ben, il va aller sur ChatGPT, il va tout mettre. Mais il y a différents types d'étudiants. Je vais y répondre. Je vais y répondre en nageoire. J'ai vu la question. Il y a différents types d'étudiants. Il y a des étudiants qui vont dire tranquille, moi je vais aller sur ChatGPT, je vais poser la question comme le prof il a dit, et puis je vais prendre une feuille, et puis je vais le recopier, et puis voilà, et puis je vais la donner. Et là, le prof il est énervé parce que peut-être que lui il connaît un peu ChatGPT, et donc, du coup, il se dit, bon, bah là, je vois que c'est ChatGPT parce que la structure colle parfaitement à ce que l'on voit. Et comment on peut le reconnaître? C'est parce que ChatGPT, quand il va répondre, il ne va pas automatiquement mettre certains éléments qui sont importants, par exemple, pour le prof. Le prof, par exemple, quand il demande une disserte par rapport à cela, ben, il va demander à ce qu'on ait des noms d'auteurs, des noms d'ouvrages en lien avec les réponses enfin, en lien avec le sujet, des citations, et ainsi de suite. Et ça, bah, les lycéens, parfois, ils percutent pas. Ils n'ont pas la présence d'esprit de faire ça. Et donc, du coup, le prof, bah, d'un, il voit qu'il n'y a pas ça, alors qu'il a demandé aux élèves et que, bah, du coup, bon, voilà, ça ne marche pas. Et puis, en fait, la manière d'écrire, le fait qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, le fait qu'il n'y ait pas d'erreur de grammaire, de syntaxe, tout ça, quand il lit le document et qu'il regarde le prénom, il se dit, OK, lui, il n'écrivait pas comme ça avant. Donc là, il m'a envoyé juste ChatGPT. Donc ça m'énerve. Voilà. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, eh ben, ils ont peur parce qu'en fait, pour eux, chaque copie, potentiellement, ça peut être ChatGPT. Et puis parfois, pas parce qu'ils se rendent compte que bah, c'est pas eux. Qui est-ce qui est à l'origine de ces erreurs? J'en ai aucune idée, mais j'ai envie de dire que ChatGPT, c'est un peu comme n'importe quel programme informatique.
Il peut y avoir ce qu'on appelle des erreurs, ouais, des erreurs inopinées. Il y a un bug, ça marche pas. Ça peut fonctionner, ça peut être le cas avec n'importe quel site internet, qu'un bug puisse exister. Et je ne suis pas assez technique pour pouvoir répondre à cette question-là. Mais je pense que c'est juste, à un moment donné, il y a un conflit d'informations, il y a un bug, ouais, un bug dans la matrice, je dirais d'autres. Donc, l'un des points importants à utiliser avec ChatGPT, c'est la précision. Dans la forme comme dans le fond. Dans le fond, pourquoi? Bah, parce que quand vous avez posé une question à ChatGPT, euh, par exemple, si on prend la crêpe, c'est facile. ChatGPT, donne-moi, il me reste 10 minutes, donc je peux peut-être utiliser directement ChatGPT pour que vous puissiez un peu voir comment ça fonctionne. Ça, c'est ChatGPT. Je vais mettre ça sur le côté. Vous pouvez juste me mettre un petit point, un petit oui, c'est bon, on voit ton écran pour ChatGPT, pour m'assurer que vous puissiez voir ce que je fais. Enfin, vous arrivez à voir mon écran de ChatGPT. Ouais, tout le monde arrive à le voir. Il n'y a pas de souci. Je suppose que oui. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran avec ChatGPT? Est-ce que vous arrivez à voir un truc chat OpenAI, vous voyez ma souris et tout ça? Ou pas du tout? Non, je vous ai perdu là, c'est ça? Oui, si, vous voyez. Merci Lilia. Je pense que j'ai eu peut-être un souci aussi de connexion. Nickel. Donc, ici, si je vous dis, OK, comment. Alors, vous êtes très apparemment pédagogie et médecine et université. Je vais lui dire comment attrape-t-on Comment attrape-t-on un rhume? Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas du tout comment on attrape un rhume d'un point de vue purement scientifique. Donc là, je lui demande comment on peut attraper un rhume. Et vous voyez, bah, il m'indique hein, contact avec personne, il me donne ses réponses, des gouttelettes respiratoires, et ainsi de suite. Voilà. Mais là, j'ai pas été plus précis que cela. D'accord? Si maintenant, je lui dis, et plus particulièrement en été, parce que bah, du coup, on peut attraper un rhume en été, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Comment est-ce que c'est possible que ça puisse arriver? Eh ben, il va vous dire que bah, si, c'est possible, parce qu'il peut y avoir des voyages, il peut y avoir des contacts accrus, il peut y avoir la climatisation, et puis une immunité affaiblie. Euh, peux-tu, peux-tu me citer des auteurs, des universitaires, euh, spécialiste dans ce domaine. Voilà. Et donc là, du coup, bah, il va pouvoir me donner des informations là aussi en lien avec ça. Est-ce que toutes les données qu'on utilise ChatGPT pour l'entraînement sont fiables? Alors, ça, c'est peut-être que cette question-là, peut-être qu'elle avait été posée tout à l'heure, mais que je ne l'avais peut-être pas comprise comme cela. Mais je trouve que c'est une bonne question. Euh, les données que l'on fournit à ChatGPT, comment peut-on estimer qu'elles sont fiables? Euh, Très franchement, je ne saurais pas dire. Je pense que c'est un point de vue qui est euh, principalement occidental, c'est-à-dire que la perception de certaines choses en lien avec la religion, la philosophie, la médecine, la politique, l'interculturalité, la sociologie, vont avoir un angle de vue principalement occidental et pas forcément asiatique, sud-américain, africain ou autre. Alors, c'est pas référencé, mais par contre, on sait que bah, ça vient de certains sites internet et que ça tend à augmenter. Par contre, le fait d'utiliser, je regarde ici, je regarde, c'est là que je regarde, parce que j'ai des questions qui sont ici. D'utiliser Perplexity, d'utiliser qu'est-ce qui est Bing, mais il y en a d'autres maintenant qui font cela, permet d'avoir du coup des informations qui sont sourcées. Et ça peut être pour vous une manière de vous rassurer. Donc là, vous voyez, il m'a donné, voilà, en connais-tu des Africains? Alors peut-être que ceux qui sont un peu en médecine, là, ils vont pouvoir peut-être me confirmer est-ce que c'est le cas ou pas. Donc voilà, euh, plusieurs voilà.
Et est-ce qu'ils ont travaillé voilà, dans le domaine de la virologie, de l'immunologie, de la maladie infectieuse. Donc, vous voyez, il me donne une série de médecins originaires du Sénégal, d'Afrique du Sud, du Kenya, et ainsi de suite. Alors, même pour les sciences exactes, oui, alors je pense que pour les sciences exactes, pour le coup, c'est beaucoup moins problématique que pour les sciences humaines, où là, on a vraiment la question de la perception des points de vue entre les différentes aires régionales. Donc, un point vraiment important, qui est vraiment important pour moi, que vous devez garder à l'esprit, c'est le fait de poser des questions les plus précises possibles. Euh, euh, ChatGPT, s'il faut que j'écrive, euh, produit un article de blog qui traite du rhume. Tac. Euh, on doit inclure des travaux issus de chercheurs et chercheuses. Vous voyez, hein, je précise chercheurs et chercheuses du continent africain. Je souhaite des données, je crois que j'ai écrit données deux fois, chiffrées sur le nombre de malades dans les années 90. Donc là, je pense qu'il va être un peu en PLS. Non, ouais, c'est bon. Je pensais qu'il allait avoir du mal à me donner des informations, mais vous voyez, il est parti, il commence à me créer l'article. Alors, donc, Najwa, il faut créer un compte. C'est pas libre. Ouais, il faut créer un compte, ouais, assurément pour cela. On peut pas utiliser ChatGPT comme ça. Et il faut du coup mettre son numéro de téléphone. Donc, il faut une adresse mail, il faut le numéro de téléphone, il vous envoie un SMS. Vous recevez le SMS, il y a un code à 6 chiffres. Vous mettez le code à 6 chiffres sur le site web ou sur l'application. Vous pouvez aussi avoir ça sur votre. Je regarde ici. Vous pouvez aussi avoir ça sur votre application, sur votre téléphone. Et par la suite, vous allez pouvoir faire votre recherche. Alors, moi, ce que j'apprécie énormément, vous le voyez là sur le côté à gauche, ce que j'apprécie énormément, c'est que je peux sauvegarder toutes les recherches que j'ai faites. Vous voyez, faire des gaufres, ça, c'est un truc que j'ai fait avec mon garçon, probablement. Vous voyez, tac. Et tout ça, c'est sauvegardé. Vous voyez, faire des gaufres, nanana, le lait, tout ça. Là-dessus, il n'y a pas de souci, je m'en fous. Concrètement, bon, c'est des œufs, c'est de la farine, c'est pas trop un souci. Mais vous voyez, j'ai posé des questions en lien avec la cybersécurité, en lien avec euh, la parentalité, changer un bac de douche, enfin voilà, avec énormément de choses. La VAE en France, je sais pas à qui ça parle, tout cela. Euh, les erreurs à éviter, je sais pas pourquoi j'ai posé des questions. Donc ça c'est bien, vous avez tout un historique qui est ici présent, et donc vous pouvez revenir là-dessus, vous pouvez le supprimer, enfin voilà, ça c'est vraiment cool. Donc pensez à poser des questions précises, pensez à la forme aussi. Vous pouvez lui demander qui vous mette cela. Alors je reviens sur mon article parce que il y en a qui sont intéressés par cela. Euh... Allez, remets-moi l'article. Super. Ce que j'allais dire. Pensez du coup au fond et à la forme, hein. Si par exemple ici, il m'a mis conclusion, vous voyez, il me met des titres de paragraphes à chaque fois, je peux lui demander de numéroter les titres de paragraphes. Et après avoir numéroté, je lui dis, bah, je veux pas des chiffres, je veux des lettres à la place. Et ça, il vous le fait. Il vous dit, excusez-moi, et il vous dit, bah voilà, partie A, partie B, partie C. Et ça, c'est vraiment intéressant en termes de construction aussi du document pour bah, du coup produire ça. Je veux juste m'assurer de ne pas avoir oublié quelque chose euh, dans mes 4 points. Donc, le fait d'être très précis dans cette question, le fait de double check, je crois que vous avez mis ça, ouais, double check. Donc, allez vérifier l'information sur Internet quand vous vous dites, là, je suis pas trop sûr de moi. Ce tour-là, je ne le connais pas, donc je vais aller vérifier vraiment s'il existe. Et s'il est vraiment en lien avec cela, et là vous vous rendez compte, ok, c'est bon, donc du coup je garde cette hauteur-là, et puis j'irai fouiller un peu plus pour savoir qui il est. Et puis relire, parce que parfois, ben, en relisant, vous vous rendez compte que vous, personnellement, et ça c'est un point qui est important et que j'explique aux étudiants quand ils travaillent, je leur dis,
c'est peut-être pas votre manière de parler, en fait, comme ChatGPT écrit. Et donc, il y a des expressions, toutefois, néanmoins, cependant, alors que, se dire, bah, tiens, tu vois, cette partie-là, moi, je l'aurais mise d'abord, et après, j'aurais mis celle-là. Donc, inverser parfois des parties que lui propose, ajouter des choses, ajouter des liens, hypertexte, on dit, tiens, je vais mettre un lien pour que la personne, quand elle clique sur cet élément-là, eh ben, elle puisse partir sur ce site web-là et en savoir davantage. Tiens, moi j'ai tel chiffre, je vais rentrer ces données-là que moi j'ai, et ainsi de suite. Au départ, bon, dans l'article, moi j'aurais bien voulu me présenter, tiens, je me présente. En marketing, alors ça, vous pouvez demander de le faire, je ne vais pas demander, mais on peut faire ce qu'on appelle un call to action. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans le marketing ici. Donc un CTA, et en bas, de manière à ce qu'à la fin de l'article se termine en si vous voulez vous former à ceci, contactez-moi. Et donc là, ce contactez-moi, il peut être présent, ou alors vous pouvez le rajouter à la main. Et les données personnelles qui, voilà, c'est vous qui allez les rajouter euh, beaucoup plus que lui. Euh, je dois m'arrêter, c'est ça, hein. Je suis désolé. Chaque heure, c'est ça. C'est fini, hein. Merci, merci J'aurais Tamer. voulu laisser un temps pour répondre aux questions. Pardon? Merci beaucoup. Je sais pas si s'il y a des questions. Merci tout d'abord pour les participants. Ouais, merci à vous pour du coup vos questions et tout ça. C'était sympa de vous lire et de pouvoir Dans y tous les cas, répondre. Seb, ça, c'est avant vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas de nous contacter pour plus de détails, d'accord, sur le chat GPT. D'accord? Donc, Seb, euh, il est à votre disposition. D'accord? Donc, voilà l'email de Seb et aussi l'email de notre plateforme, donc, en cas de besoin. Donc, pour demain, n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'utiliser le nouveau lien pour le 22, qui ça sera tout d'abord, comment dirais-je, une formation sur machine learning le matin. Le soir, il y a à 17 heures une présentation de l'école 2.0, sur l'intelligence artificielle de Congo-Brazzaville, avec notre ami Chérel. Et à 18 heures, ça sera une formation sur les fondamentaux de Deep Learning. Donc, utilisez s'il vous plaît ce nouveau lien, d'accord, pour demain. Donc, merci encore une Voilà. fois. De rien, de À tout rien. bientôt, Mohamed. Merci Merci à à tous les toi, chacun, participants et à pour cela. très bientôt. Et voilà. OK. Prenez soin de vous. Merci, merci. Excusez, bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Excusez. Oui, Bonsoir. Oui, Hamidou. bonne soirée. Allô? Oui, Allô? On m'a pas entendu parler. Oui, ah, Hamidou. Bonjour. Oui, bonsoir. Oui, Je viens de bonsoir. me connecter dans mon mail, je lisais 20h à 21h, mais je n'ai pas fait attention à l'heure, je vois que c'est terminé. Ah oui, c'est GMT plus 1, Vous êtes de quel Hamidou. pays? ah Ouais, c'est oui. pas grave. J'enverrai l'enregistrement, Hamidou. C'est pas grave. Ok, Ah oui. vous pouvez m'envoyer sur mon mail, je viens de m'inscrire. Donc, merci de m'envoyer un email et j'enverrai l'enregistrement. C'est pas grave. Ok, ok, OK. merci. Bonsoir. OK. Merci et bonne soirée à À tous. demain. À la demain. Bonne soirée.